Peut-être une première question, Claude Moniquet, parce que les pages se tournent toujours très vite avec une actualité aussi dense. Est-ce que selon vous, on a vraiment échappé à un massacre? On est en face d'un garçon qui monte dans un train avec une Kalachnikov, 9 chargeurs, c'est-à-dire à peu près 300 cartouches, qui se positionne en queue de train. Donc on peut imaginer que son plan était de remonter le train en rafalant. Et un train a la caractéristique, surtout un train en grande vitesse, d'être un mobile clos, dont on ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas sauter par la fenêtre. Donc ça aurait été probable. S'il n'y avait pas eu ce miracle, on aurait eu des dizaines de morts, très probablement. Vous parlez de miracle. C'est un mot que je ne suis pas croyant, c'est un mot que non, oui, pas, je ne l'ai jamais entendu dans votre bouche. Non, mais en l'occurrence, cette accumulation de hasard qui fait que ces gens entendent le bruit, sont des militaires formés, sont à un endroit où ils ne devraient pas être parce qu'ils sont trempés de wagons. Tout ça fait que, oui, peut-être une puissance supérieure. Non, je ne crois pas à la puissance supérieure, mais on est passé par chance très, très, très près d'un massacre. On est passé près d'un massacre, Laurent Valdiguier. On le doit, bien sûr, tout ça, évidemment. On le doit aussi à une certaine forme d'amateurisme de sa part, paradoxalement. Bien sûr, il faut une dose de détermination pour monter dans un train avec 9 chargeurs, 2 armes, et être manifestement prêt, torse nu. Un peu, hein, ça fait partie un peu des questions qui, pour moi, sont encore sans réponse. Pourquoi il est sorti des toilettes torse nu au moment, apparemment, de passer à l'action? Donc, il faut une grande détermination. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le dispositif d'arrêt de sa Kalachnikov apparemment dysfonctionnait, il n'a pas bien su le manier. Autrement dit, qu'il semble avoir eu quelques secondes où un tireur aguerri aurait pu, ou quelqu'un de plus formé en tout cas, aurait pu, malgré le courage, l'héroïsme de ces 3 soldats américains, aurait pu tirer quand même. Nicolas Comte, vos confrères, comment réagissent-ils face à ce qui vient de se passer? On se dit que ça fait 2 fois, effectivement, qu'on est passé à côté du drame, cette fois-ci. Et puis sur le cas de l'église de Villejuif, l'émotion avait été, à juste titre, extrêmement forte après les attentats du mois de janvier. Et là, par 2 fois, on vient d'échapper à des choses qui auraient pu être... Avec des filles, c'est toujours facile, on peut faire plein de choses, mais qui potentiellement pouvaient être des attentats encore plus meurtriers. Effectivement, le coup du Thalys, le coup du train, c'était potentiellement totalement dévastateur. Et il y a à la fois, effectivement, celui qui est le courage dont personne ne peut s'échapper. Personne ne peut s'échapper. Et effectivement, on peut méthodiquement remonter le train. Et il n'y a aucun endroit où s'abriter. Un siège de train, ça ne procure pas un abri. Effectivement, des dizaines de cartouches. Des chargeurs de 30 cartouches, 9 chargeurs. C'est de quoi faire un véritable massacre. On voit que c'est préparé, que c'est analysé. Il y a la volonté d'avoir cette puissance de feu. Et puis on se dit également qu'on a eu droit, si je puis dire, à un journal, à une épicerie cachère. Une église qui a été visée. Il y a eu ce qui s'est passé à Saint-Quentin-Fallavier où une usine a été attaquée. Là, c'est un train. Alors, on a le débat depuis vendredi, on l'aura peut-être encore, sur comment protéger les trains. Sauf que la prochaine fois, si les trains seront protégés, ce sera un centre commercial, un cinéma, que sais-je. Les terroristes qui veulent frapper, de toute façon, avec ce mode d'action, auront toujours la possibilité de frapper et certains passent à travers les mailles du filet. Sans oublier un musée en Belgique et puis la Tunisie et les victimes quotidiennes dont on parle évidemment moins ici, mais dans les pays arabes. Je me référais effectivement uniquement à la France. Du terrorisme épouvantable. Béatrice Delvaux, puisque vous êtes avec nous en duplex de Bruxelles, on a quand même envie de vous demander, ce qu'est l'état d'esprit aujourd'hui dans votre pays, comment réagit la population à ces événements très violents qui viennent d'avoir lieu? Écoutez, de façon extrêmement calme, et je veux dire entre presque une forme d'habitude finalement, ils se sont fait à l'idée, vous savez, ça fait plusieurs mois qu'on se dit que des choses de ce genre peuvent se produire, et que si on vit avec l'idée que ça peut se produire n'importe où, à n'importe quel moment, on ne sait plus vivre. Il faut juste peut-être rappeler que le Thalys, pour les Belges, en fait, est un instrument de vie quotidienne quasiment, parce que non seulement ils le prennent pour se déplacer pour aller à Paris, mais il y a énormément de Belges, par exemple cet été, qui ont fait le trajet vers la Côte d'Azur, dans ce qu'on appelle le TGV Provence, donc le Thalys Provence-Côte d'Azur. Donc c'est un élément de vie quotidienne qui est devenu vraiment un moyen de déplacement extrêmement commun, où on envoie ses enfants, etc. Donc il y a un élément de proximité sans doute plus important pour les Belges que peut-être ce qui s'était passé au musée juif, qui était très symbolique, où là on avait peut-être le sentiment que c'était une communauté qui était visée, et on le déplorait évidemment, et tout le monde était horrifié par cela, mais où le Belge, peut-être dans son quotidien propre, ne s'était peut-être pas senti directement menacé. Donc ça, je pense que l'élément de proximité, de familiarité peut induire quelque chose d'intime, d'un peu plus insécurisant. Mais sur le reste, il y a à la fois une espèce de fatalité qui est là. Bon, on a développé une forme d'habitude, entre guillemets, au fait qu'il y a une menace, qu'il y a des réactions. Le gouvernement belge, en plus, a une
une habitude de communication très rapide et très directe, donc prend très vite en main la situation et la communication, ce qui veut dire que le citoyen belge n'est pas laissé dans un no man's land. Après, bon, on y reviendra certainement sur le contenu de cette communication, mais en tout cas, il y a une prise en charge et il n'est pas laissé seul face à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il se disait aussi beaucoup ce matin dans les trains que les gens se rendent bien compte qu'on ne peut pas sécuriser chaque train. Tout le monde en voit bien les difficultés et les ennuis que ça pourrait provoquer. Et donc, on est à affaire à un terrorisme qui, s'il est prouvé, parce que là encore, il y a beaucoup d'inconnus et on ne sait pas encore si le mot peut être accolé à l'acte. Je crois qu'il faut être très prudent sur les éléments factuels. Aujourd'hui, le Belge reste encore en interrogation, se demandant s'il a affaire à quelqu'un qui voulait faire son djihad ou à un espèce d'amateur un peu pathétique, dont on ne sait pas très bien jusqu'à présent ce qu'il voulait, où il voulait aller. On a dit, et je suis curieuse d'entendre les réponses de vos spécialistes sur le plateau, qu'il aurait pris des calmants en fait, pour se préparer à cette chose. C'est très étonnant qu'il ne revendique pas son acte. Donc il y a encore beaucoup de questions qui font que finalement, je crois que le Belge, assez sagement, pour le moment, se pose plus de questions qu'il n'a de réponses et dès lors vit avec. Les deux profils que vous désignez pouvant d'ailleurs coexister au sein d'un même homme. Mais on va y revenir dans quelques instants. Rappelons que ce matin, on refait le fil de cette journée. Rappelons que ce matin, ils recevaient donc leur Légion d'honneur accrochée sur leur polo. On en sait beaucoup plus par ailleurs sur l'homme maîtrisé par ceux que l'on surnomme les héros du Thalys. Ayoub El Kazani a 26 ans. Il était identifié comme délinquant, impliqué dans le trafic de drogue et l'islamisme radical. On est stupéfait de ses allées et venues en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique et en Turquie. Concernant la Syrie, ces allées et venues ne sont pas pour l'instant avérées. Il continue de nier au moment où nous parlons toute implication dans une entreprise terroriste. Yacine Mili nous en dit plus. Monsieur Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur pour les remercier d'avoir évité le pire. Les héros américains et britanniques du Thalys étaient à l'Élysée ce matin. François Hollande a tenu à témoigner la reconnaissance de la France à ses passagers courageux. Vendredi soir, un individu avait décidé de commettre un attentat dans le Thalys. Il avait suffisamment d'armes et de munitions pour provoquer un véritable carnage. Et c'est ce qu'il aurait fait si vous ne l'aviez pas maîtrisé en prenant tous les risques, y compris celui de votre propre vie. Tout s'est passé vendredi dans le Thalys numéro 9364 qui relie Amsterdam à Paris. Il est un peu plus de 17h quand Ayoub El Kazani monte à l'arrière du train en gare de Bruxelles. Quelques minutes plus tard, il se rend aux toilettes entraînant un sac à roulettes. Il est 17h50. Le Thalys vient de passer la frontière. Mais devant la porte, un passager s'inquiète, il entend des bruits métalliques. Quand El Kazani ressort, il est torse nu, armé d'une Kalachnikov. Le passager tente de le ceinturer, en vain. C'est alors qu'un autre passager, Marc Mougalian, professeur d'anglais, s'empare du fusil d'assaut et s'enfuit en courant. Mais l'homme parvient à lui tirer dans le dos à l'aide d'une autre arme. Marc Mougalian est grièvement blessé. El Kazani tente de récupérer son arme. C'est à cet instant que les passagers américains interviennent. J'étais plongé dans un sommeil profond, je me suis retourné et j'ai vu que l'individu avait une Kalachnikov AK-47 qui s'est enrayée. Il tentait de charger l'arme et Alec m'a dit « Allez, on y va ». Les passagers américains se battent avec le tireur, puis parviennent à le maîtriser. L'homme est ligoté. La scène aura duré moins d'1 minute et sûrement permis de sauver des dizaines de vies. Car dans les affaires du terroriste présumé, la police découvre un arsenal de guerre. Une Kalachnikov, un pistolet, un cutter et surtout des centaines de munitions. À bord du Thalys, il y avait près de 560 passagers. Ayoub El Kazani, lui, est toujours entendu par la police. C'est quelqu'un qui apparaît qui m'est apparu moi très affaibli, très calme, très calme par rapport au fait qui lui était reproché. Il s'est juste animé, je dirais, au moment où je lui ai rappelé qu'il était là dans le cadre d'une potentielle action terroriste. Là, il a commencé à s'animer en disant que c'était archi faux et qu'il n'avait rien à voir avec ça et que ce n'était qu'un voleur. Voilà comment il se décrit. Je ne suis qu'un voleur, j'ai juste voulu faire un braquage.
Originaire de Tétouan au Maroc, El Kazani était déjà surveillé en France. En février 2014, les services espagnols le signalent à la DGSI. Il est alors fiché S, c'est-à-dire que la France le considère comme une menace pour la sûreté de l'État. Comme lui, Mohamed Merah, les frères Kouachi, Hamedi Koulibaly ou encore Sid Ahmed Glam étaient eux aussi fichés S. Ces derniers mois, El Kazani aurait séjourné en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Belgique ou encore en France, où il a travaillé pour Lyca Mobile, une société de télécom britannique. Mais son itinéraire précis reste trouble. Seule certitude, le 10 mai dernier, il a pris l'avion au départ de Berlin, en direction d'Istanbul. A-t-il alors rejoint la Syrie? Faisait-il partie d'une filière islamiste? L'enquête ne fait que commencer. C'est la première question qui nous est posée par un téléspectateur ce soir. À quoi servent les fameuses fiches S, entre parenthèses? On peut rappeler ce dont il s'agit? Oui, c'est des fiches qui signalent un risque d'atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Ça sert à plusieurs choses, mais essentiellement, ça sert à surveiller et à repérer les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait l'objet d'une fiche S, c'est pas forcément un terroriste identifié qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui a été repéré, qui est rentré dans les radars des services de renseignement à un moment donné, qui est connu comme ayant des contacts ou fréquentant des mouvances, par exemple, islamistes. Et le fait de lui attribuer une fiche S, ça va permettre de le repérer au fur et à mesure de ses déplacements. Quand il va passer une frontière, quand il fera l'objet, par exemple, d'un contrôle routier, ça va être le cas, on s'en rappelle, par Hamedi Koulibaly, eh bien, les fonctionnaires de police qui vont le contrôler vont, au cours des vérifications, voir que cet individu fait l'objet d'une fiche dite sûreté de l'État et vont signaler son passage, éventuellement le numéro de sa voiture, les gens avec qui il peut être, aux services spécialisés. Et ça permet aux services spécialisés de continuer à avoir cet individu dans les radars et de surveiller comme ça un grand nombre de personnes. Vous avez compris, Nicolas Comte, qu'il y a une double lecture dans la question. Il y a la curiosité légitime et puis après il y a le sous-entendu, c'est à quoi ça sert de faire des fiches S si les gars se baladent comme ils le font. Mais justement, alors, le côté positif, si je puis dire, ou optimiste, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens qui sont passés à l'acte avaient une fiche S. Ça veut dire que les services de renseignement s'intéressent à beaucoup de personnes et avaient repéré ces personnes-là dans la nébuleuse intégriste islamique. Ensuite, il y a plusieurs milliers de personnes, je ne sais pas le chiffre exact, mais 4 à 5 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S. Il est évident que sur toutes ces personnes, il y a des degrés de dangerosité qui sont différents et qui sont variables, et on ne peut pas surveiller 4000 personnes de manière permanente. Le problème, c'est que sur ces 4000 ou 5000 personnes, il y en a qui un jour vont peut-être passer à l'acte, mais le travail justement des services de renseignement, c'est d'essayer de déterminer qui, quand, comment et où. Et ça, c'est pas une science qui est une science exacte. Claude Moniquet, là aussi, il faut avoir une sorte d'acceptation par rapport à cette situation. Mais il faut accepter l'idée qu'on vit dans une société démocratique et ouverte, à l'intérieur d'un espace européen très vaste, Schengen, enfin l'espace Schengen en l'occurrence, qui est sans frontières, et que donc effectivement, si quelqu'un n'a pas de travail, n'a pas de domicile, donc pas de raccordement à l'électricité, à l'eau, au téléphone, utilise des téléphones portables prépayés, n'a pas de sécurité sociale, et ne paie pas ses impôts, comment le repérer? On n'est pas à l'époque de la Stasi, on pouvait avoir 500 000 personnes qui suivaient chaque citoyen, ce n'est pas possible. Il faut l'accepter, c'est l'autre face. Il y a deux faces à la médaille. Une face, c'est une formidable société démocratique, une des plus démocratiques du monde. L'autre face, c'est que ça profite aussi aux méchants garçons. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la question d'amateurisme, qui a été soulevée par deux de nos amis. Moi, je ne trouve pas ça rassurant du tout. Parce qu'à l'époque d'Al-Qaïda, on avait peu de terroristes, 400-500 sur l'Europe, je parle des Européens exclusivement, et qui étaient très bien formés, et qui n'auraient pas fait ce genre d'erreur. Le propre des gens de l'État islamique, mouvance à laquelle probablement ce garçon se rattache même de loin, c'est qu'il recrute tout et n'importe quoi. Et donc il y a un effet de masse, c'est la loi des grands nombres. Donc on va un jour avoir de très sérieux accidents. C'est rassurant au final, puisqu'il n'a tué personne. Celui-là, mais le prochain aura peut-être plus de chance. Là où c'est affolant, comme vous le disiez, c'est que ça soit passé dans un train confiné, c'était un lieu fermé, y compris pour lui. À savoir que c'est une des premières fois aussi où quelqu'un est susceptible de passer à l'action avec la certitude absolue de se faire prendre à l'issue de son action. Les Kouachi étaient dans le même... Alors les Kouachi, ils sont quand même partis. Oui, mais les Kouachi ont été étonnés de partir. En fait, ils s'attendaient à une protection beaucoup plus dure sur place. Mais les Kouachi sont partis et finalement, à l'issue de leur épopée folle, sont morts dans leur logique les armes à la main. Mais celui-là était manifestement prêt à l'issue de son opération,
ne pouvait se terminer que par un minimum son arrestation. C'est peut-être ça qui est le plus affolant, en tout cas à mes yeux, dans cette nouvelle opération-là. Oui. C'est le recrutement, en l'occurrence, d'une personne qui est quand même prête à aller jusqu'au bout rapidement. Mera, ça avait quand même duré longtemps. À l'issue de sa traque, Mera, de sang-froid, s'en prenait à des militaires, des parachutistes, des gars qui étaient quand même susceptibles de se défendre au corps à corps. Et à l'issue de ces 9 homicides, Mera a été pris et avec la suite qu'on connaît. Et celui-là était prêt à mourir dans son opération. Ça, j'ai l'impression que c'est crescendo Une question, excusez-moi, à Roland Coutanceau, qu'on est en train de décrire de ce qu'on comprend, et on en est qu'au début, du comportement et de la psychologie de l'homme dont on parle ce soir. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire de choses. D'abord, sur le mode opératoire, on peut dire qu'il aurait pu être beaucoup plus dangereux. En même temps, être dans un train seul, c'est pas non plus très malin, donc c'est pas très organisé. Donc bien sûr, il aurait pu faire beaucoup plus de morts, mais on peut pas dire que c'est stratégiquement bien organisé. Avec un comparse, par exemple, sans armes, qui effectivement lui donne un petit repérage, ça aurait pu être encore plus destructeur. Alors, sur le plan des profils de personnalité, tous ces gens sensibilisés, je crois qu'on peut faire 3 profils pour être très simple. Souvent, on voit des gens qui ont des personnalités mal structurées, avec des troubles de la personnalité, qui ont déjà été dans la délinquance. Mais pour simplifier, je dirais qu'il y a le psychopathe reconverti. Il a déjà fait du trafic de drogue. Parfois, ils ont fait des petits braquages. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas des gens qui n'ont pas l'habitude un petit peu du maniement de l'arme dans un autre registre de l'atteinte au bien, du vol avec arme. Et de la transgression de la loi. Voilà. Donc on voit des psychopathes un peu reconvertis. Pourquoi ? Parce que l'être humain, en vieillissant, il a besoin d'une identité. Moi, je connais des braqueurs professionnels. Au fond, et donc, ils adhèrent à cette conviction qui leur donne une image d'eux-mêmes. Et après, il y a la deuxième profil, c'est des sujets comme les frères Kouachi, qui sont des intégristes. Au fond, ils croient fermement un petit peu au djihad. Et donc là, on a plus, vu par le psychiatre, des personnalités paranoïaques, déterminés, jusqu'au boutistes, qui vont concevoir de façon stratégique, relativement organisée, paramilitaire, un passage à l'acte qui se termine, et ils le savent par leur propre mort, et qui sont pour moi les plus dangereux. Donc moi je crois que dans ces milliers de sujets qui sont fichiers S, je pense que peut-être ça se fait déjà, on pourrait profiler, même si on se trompe, des degrés de dangerosité pour avoir un zoom, si vous me permettez, plus accroché pour les services de police à une minorité parmi ces quelques milliers de sujets qui sont aujourd'hui fichés. Claude Moniquet ? Tout à fait. Je pense que dans le cas de Mera, dans le cas des Kouachi, dans le cas de Koulibaly, on avait effectivement tous les signes de personnalité psychopathique, y compris en petite enfance, et aussi la montée en puissance de la violence criminelle avant de passer au terrorisme. Donc on était en face de gens qui étaient manifestement, qui avaient un potentiel de dangerosité énorme et qui a manifestement malheureusement été mal évalué. Oui, mais c'est la difficulté de l'évaluation. Parce a posteriori, une fois qu'on a interpellé les gens, effectivement, on les a à disposition, on recueille les témoignages, on sait aller voir la famille, on les auditionne, et là, on fait l'évaluation a posteriori. La difficulté pour mes collègues qui travaillent au sein du renseignement, c'est justement parmi le grand nombre, parce qu'il y a les individus qui sont fichés S, il y a ceux qui éventuellement ne le sont pas, il y a toutes les surveillances qui sont en cours. Quand vous surveillez un individu, quand vous estimez qu'il est dangereux, cet individu également, il va être en contact avec d'autres personnes. Donc vous multipliez à chaque fois les cibles. Et sur toutes ces cibles-là, vous n'avez pas forcément la possibilité, le temps de mener des investigations poussées. Alors, il y a des évaluations de la dangerosité qui se font. Sur les évaluations des plus dangereux, on renforce les surveillances, mais on n'a pas toujours les éléments. On prend les 4000 ou 5000 gus qui font l'objet d'une fiche. Qui, à un moment, décide qu'il va falloir qu'on mette... Et vous nous le rappelez à chaque fois, et on va le redire, que c'est quand vraiment la police s'engage, c'est 24 heures sur 24, avec des hommes et des femmes qui doivent se relayer, c'est-à-dire que c'est 50 personnes qui peuvent travailler, je ne dis pas de bêtises parfois. Enfin, ça peut être jusqu'à ça, c'est des grosses, mais on tourne au-delà de la vingtaine, facile, voilà, oui, pour une surveillance 24-24. Bon, oui. À un moment, qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'attacher réellement à un personnage ? C'est des éléments factuels qu'on va avoir, c'est-à-dire en termes de conversation téléphonique, de contact Internet, ça peut être des recrudescences de
de contact avec, par exemple, l'étranger, avec des personnes identifiées à l'étranger. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que il y a de multiples canaux de contact, mais ça peut être des conversations interceptées, ça peut être des surveillances physiques qui ont été faites. Mais il faut des éléments factuels à un moment donné pour renforcer la surveillance sur quelqu'un. Claude Moniquet nous suggérait aussi l'idée tout à l'heure que après avoir eu une période quasiment historique de préparation de gens très formés, bref, ceux qui ont été capables par exemple de faire les attentats contre les tours à New York, on est passé sur des profils beaucoup plus, j'allais vous dire, faiblards. Bien sûr. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut paraître aussi parfois encore plus dangereux, étant capable de s'activer tout seul, tout en étant même probablement téléguidé, même si on n'en a pas encore les éléments. Enfin voilà. Donc, avec un cursus de base. Avec des moyens beaucoup plus faible. C'est-à-dire, quand on parle du 11 septembre, il faut une logistique. Oui. Il faut une logistique, il faut des moyens qui, quelquefois, viennent de l'étranger. Ça implique des communications, etc. Là, on a parlé de cela avec des Kalachnikov, mais rappelez-vous, il y a eu Jouer les Tours, où il y a des collègues qui sont attaqués dans un commissariat de police par un type avec un couteau. Il y a eu les militaires qui ont été attaqués à Nice. Ils étaient en surveillance, je crois, devant une synagogue. C'est très facile d'avoir un couteau et d'attaquer. Et donc, il y a besoin de moyens beaucoup plus faibles, une arme à feu, et il n'y a pas besoin d'une énorme logistique, donc effectivement ça envoie moins de signaux et c'est plus difficile à percevoir. On y retournera tout à l'heure parce qu'on va repartir en Belgique et en plus on aura un reportage, j'ai retrouvé Béatrice Delvaux, mais on est quand même en train de tourner autour de cette idée qui peut-être choque une partie de nos téléspectateurs, mais qui était évoquée tout à l'heure, qui est de se dire qu'il y a une sorte de fatalité contre laquelle on ne peut rien. Alors, si j'écoute ce que nous disait Claude Moniquet il y a quelques instants, c'était la monnaie de la pièce de société démocratique. Mais je n'ai pas dit qu'on ne pouvait rien. J'ai bien compris. Regardez, les lois, renseignements, tout ça, on augmente le dispositif de surveillance. Mais en face, c'est ça qui est affolant dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, la seule chose qu'on sache sur lui aujourd'hui, c'est qu'il a pris l'avion de Berlin le 10 mai dernier, la Germanwings, pour aller à Istanbul. Mais justement, il n'utilise pas de carte bleue, il n'a pas de téléphone. Alors, il a acheté un téléphone apparemment le jour même, ou une puce, le jour même de prendre... Il aurait fait une connexion le matin. Mais autrement dit, même. en face, et c'est aussi, au fond, c'est quand même assez logique que pour contourner de leur part les dispositifs de surveillance qu'on met en place contre eux, que justement, ils ne les utilisent plus. Autrement dit, ce qui est affolant dans le cas des fiches S, alors la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'on les a repérés. Finalement, elle couvre quand même des gens qui sont passés à l'action. Voilà, en tout cas, dans le cas la police espagnole a bien fait son boulot, puisqu'elle a arrêté un trafiquant de drogue à quelques années d'intervalle, et elle s'est rendue compte entre les deux arrestations qu'il était barbu et qu'il avait un discours apparemment un peu radical. Donc la police espagnole a signalé en disant attention, celui-là, il est sur une piste qui est dangereuse. C'est elle d'ailleurs qui affirme, pardonnez-moi, qui affirme qu'il s'agit d'un terroriste, en tout cas qui était une des premières polices. Donc il a été désigné comme terroriste. Il a été fiché S, mais c'est même assez comique, puisque entre le ministère de l'Intérieur français pendant 48 heures et les services espagnols, on s'est un peu renvoyé la balle de façon un peu grotesque, au fond, pour dire attention, vous dites qu'il était en France, nous on vous dit qu'il n'est pas en France. Au fond, on n'en sait rien. Et justement, on n'en sait rien. Et c'est ça qui est inquiétant. Autrement dit, il devrait y avoir en creux un mode en creux consistant à dire ah ben tiens, quelqu'un pour lequel on ne sait rien n'apparaît absolument rien n'apparaît. Rien n'apparaît, sauf qu'on sait partout où il est allé. Vous avouerez que c'est quand même pas rien du tout. On sait partout, on le devine, parce que les services, en tout cas, l'ignoraient complètement. Autrement dit, les services en charge des 4000 noms, qui bien entendu n'ont pas les moyens en temps réel de surveiller 4000 personnes, puisqu'il faut effectivement 20 fonctionnaires de police pour surveiller quelqu'un 24/24 sans être repéré, mais devraient avoir dans leur radar justement un non-radar consistant à dire celui-là, on ne sait tellement rien sur lui depuis 6 mois, 1 an, 8 mois, que ça devient intéressant de chercher où il est. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant, c'est que si on prend les chiffres des Français, donc 1750 personnes plus ou moins en Syrie ou concernées par le dossier syrien, ce que nous savons, c'est que... Pour la seule Syrie. Pour la seule Syrie. Oui. 50% des gens qui sont repérés sur le terrain en Syrie étaient inconnus des services avant d'être repérés. Donc si on n'est pas capable de suivre ceux qu'on connaît qui sont fichés, qu'est-ce qui va se passer le jour où, au lieu d'aller en Syrie, il y a un de ces gamins qui prendra sa calèche et qui tirera dans un bus à Paris. Parce qu'on ne l'a jamais vu revenir. Une petite réflexion. Je pense que peut-être les policiers le font, ils ne peuvent pas nous le dire, mais la logique en criminologie, c'est d'essayer d'évaluer avec des facteurs très simples des degrés de dangerosité sur les quelques milliers qui sont signalés.
qu'est-ce qui est important? Et je pense que tous les cercles... Il y a des critères objectifs quand même. Je pense. Et après, quand on se fait des nœuds à la conscience qui n'en finissent plus à analyser le pourquoi du comment, il y a quand même des... Quand un psychopathe utilise une arme, il a une plus ou moins grande assurance de lui. Oui. Il le fait de façon plus ou moins froide, organisée, professionnelle, on dirait militaire. Ils ont un caractère plus ou moins trempé. Donc je pense que dans des logiques pluridisciplinaires, avec des gens qui s'intéressent à la personnalité, des gens qui s'intéressent au mode de vie de ces gens signalés, des gens qui s'intéressent à leur liaison entre eux. Donc je pense que ce que les sociétés démocratiques peuvent faire de mieux, c'est au fond, même si on se trompe, c'est quelques milliers, les lycées entre faiblement dangereux, mais ils le sont quand même, on peut se tromper, moyennement dangereux, hyper dangereux, pour que justement on puisse marquer à la culotte, si vous me passez l'expression, un peu ceux qui sont les plus dangereux. C'est le premier élément. Je voudrais dire un autre élément culturel, mais j'associe un petit peu sur ces Américains, des militaires américains qui ont pris l'initiative. C'est-à-dire qu'il y a actuellement aux États-Unis un message qui est « If you see something, say something ». Si vous voyez quelque chose, dites-le. C'est-à-dire qu'au fond, là, si effectivement l'ensemble de la population n'aide pas les forces de police finalement à un certain décodage, oui, eh bien les démocraties sont plus faibardes vis-à-vis de ce terrorisme nouveau et multi-axial. Alors parfois on ironise en disant sa Kalachnikov s'est enrayée, etc. Mais enfin en même temps une Kalachnikov, contrairement à ce qu'on raconte, on doit apprendre à l'utiliser. Il était en train de la charger. Il a quand même un comportement assez professionnel quand il doit tirer une balle dans le dos de cet homme qui s'enfuit après avoir essayé de lui prendre son arme. Et je suis désolé, mais enfin, il faut avoir tiré une seule fois dans sa vie avec 4 pistolets pour savoir que ça n'est pas une plaisanterie et que ça demande une concentration et un savoir-faire. On peut quand même imaginer que cet homme était au minimum, voilà, soit calme, soit déterminé, soit éventuellement préparé. On est d'accord, Claude Moniquet ? Pour moi, ça ne fait pas de doute. Alors, effectivement, il y a le stress, il y a le fait que ses plans sont déjoués et que plus que de la peur, je crois qu'il ressent de la colère à ce moment-là. Parce que quand on lui vole sa Kalachnikov, on lui vole son outil de travail. Donc, on a l'impression que quand il tire son outil de pouvoir. Son outil de pouvoir. Et la psychopathie, c'est ça. Un individu n'est plus un être humain, c'est un substitut, c'est un support à mes fantasmes. Je le chosifie, je le déshumanise. Et donc je peux les tuer, les torturer, les découper en morceaux sans aucun problème. Je crois qu'on est en face de ce genre de personnalité. Effectivement, alors bon, il avait pris des médicaments. Est-ce que c'était des calmants? Est-ce que c'était du Captagon, comme Daesh on l'utilise beaucoup et en trafic d'ailleurs beaucoup? C'est le Captagon, excusez-moi. Alors. C'est une amphétamine extrêmement puissante qui est utilisée dans certains pays, entre autres par des étudiants dans les périodes de préparation. Donc ça vous speed. Ça vous permet ça vous speed, ça vous désinhibe. Du Super Bowl, en gros. Ça vous supprime un peu la sensation de douleur et ça vous permet de ne pas dormir pendant 3 jours, si vous voulez. Mais ça fait évidemment quelques dégâts au cerveau. Donc peut-être que s'il en a pris trop... Bon, ça, on le saura peut-être par des analyses biologiques qui vont être faites, par d'autres choses, mais c'est même pas sûr. Il y a une interprétation à faire du fait qu'il sorte le buste nu, comme ça, au milieu du... Ça a une quelconque signification religieuse, X ou Y, ça vous... Non, religieuse, non, aucune. Parce que voilà, c'est Rambo à ce moment-là, ça devient... On rentre dans autre chose. Peut-être, alors une explication, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Quelle est la séquence exacte d'événements au moment où il sort de cette toilette ? Au minimum, il est un combattant. Il est un combattant. Voilà. Est-ce qu'il a été surpris ? Est-ce qu'il était en train de se rhabiller ? On ne sait pas. Sait pas. C'est une possibilité. Béatrice Delvaux, j'ai été frappé tout à l'heure de la façon dont vous nous parliez de l'état d'esprit aujourd'hui en Belgique. Et on a l'impression que vous nous disiez finalement, il y a une sorte, non pas d'acceptation, mais de sens de la fatalité qui s'est développée chez nos voisins belges. Oui, je pense qu'il s'est développé sans doute à plusieurs endroits en Europe, puisque tous les pays européens sont censés, à un moment donné, certainement plus les pays où il y a beaucoup de returnees, comme on dit, et la Belgique est certainement l'un de ceux où il y en a le plus, et qui a une idée de se dire, celui qui va décider de passer à l'acte, c'est difficile de le prévoir, et dès lors, comme c'est un acte potentiel extrêmement diffus, extrêmement imprévisible, extrêmement personnel, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pouvez plus poser un seul geste, aller dans un festival rock, il y en a eu plein l'été, vous ne pouvez pas aller à Avignon, vous ne pouvez pas aller en vacances, vous ne pouvez pas prendre un train, la vie devient impossible. Donc je pense qu'on se fait à l'idée qu'une série de mesures sont prises et finalement les gens préfèrent oublier le danger. Je crois à un moment donné ils se disent voilà c'est comme ça, je ne vais pas arrêter toute ma vie parce qu'en plus on ne sait pas très bien quelle partie de sa vie on doit arrêter. Et je voulais dire quelque chose par rapport à la manière de travailler. En fait il y avait, on a interrogé ce matin dans le soir un ancien commissaire de la sûreté qui était responsable d'une cellule terrorisme islamique et qui disait en fait que le risque était dans ce genre de situation qu'on mobilise des moyens sur des mesures symboliques, protéger
protéger les ambassades, etc. C'est-à-dire qu'on mobilise des moyens sur des cibles potentielles, c'est-à-dire après coup, parce qu'aujourd'hui on se dit tiens, il faut mettre des gens dans le Thalys, mais objectivement on aurait pu les mettre il y a 3 mois parce que c'était évident que le terrain pouvait être une cible. Et donc on les met après coup sur des cibles un peu symboliques, mais alors qu'on a l'impression que le travail finalement qui est le plus efficace, c'est le travail de proximité et que ce sont entre guillemets les flics de proximité, la police de proximité, les services sociaux qui sont les meilleurs filtres, en fait les meilleurs filets contre ce terrorisme soft, entre guillemets, au sens où il n'est pas organisé, il est individuel. Il est organisé peut-être parce qu'il est manipulé, mais au départ, ce sont des personnes qui, à un moment donné, sortent d'une forme de léthargie et passent à l'acte. On a chez nous l'exemple d'une commune qui s'appelle Vilvoorde, dont le bourgmestre a d'ailleurs été exposé la manière de travailler à Obama, donc auprès des services américains, et qui, lui, réclame des moyens complémentaires, il l'a encore redit ce week-end, pour des services de proximité, des services sociaux, des islamologues dans les services de police, avec le maillage local de la police de proximité. Alors j'entendais qu'on disait, bon évidemment la population doit aussi transmettre des informations, c'est évident. Là on entre dans une autre zone qui est comment on transforme une population en une zone de paranoïa ou qui fait de la délation. Donc la frontière est très étroite. On a eu le cas ici une sortie sur Twitter d'une personne qui était dans un Thalys juste après l'événement qui disait « malaise, je vois des bruns avec des sacs et je suis mal à l'aise ». Ça a été tout de suite dénoncé par tout le monde parce qu'il y a la difficulté de transformer le délit de faciès, enfin que les gens projettent leurs propres fantasmes sur des gens qui n'ont rien à voir. Donc c'est une situation extrêmement délicate et qui demande, je pense vraiment que cette idée du maillage de proximité et ce témoignage, je vous ai dit, cette commune de Vilvoorde est extrêmement positif parce qu'il permet aussi d'apporter des réponses, non pas épisodiques, mais sur un travail de fond. On va rester en Belgique. Le Premier ministre Charles Michel fut le premier des responsables politiques à employer le mot de terroriste pour qualifier la situation et le rôle de l'homme dont nous parlons ce soir. Il dit par ailleurs vouloir réfléchir à une adaptation de l'espace Schengen. La Belgique est largement contaminée par les filières islamistes. Le groupe Sharia for Belgium, pourtant démantelé, annonçait d'ailleurs la semaine dernière vouloir viser les hôpitaux, les écoles, les bibliothèques, les commerces et les discothèques chez nos voisins belges. Reportage de Romain Besnénou et Sophie Vernet. Sécurité maximale à la gare de Midi-Bruxelles. C'est ici, sur ce quai, qu'est monté Ayoub El Kazani, le terroriste présumé du Thalys, vendredi dernier. Depuis, sur les voies à destination de Paris, la police armée patrouille. Les voyageurs sont tous contrôlés à l'entrée du train. De quoi rassurer ce passager, un brin fataliste. Ça me rassure, maintenant ça n'empêchera pas. S'il doit se passer quelque chose, le temps qu'ils interviennent, malheureusement on ne peut pas être là au moment où ça se passe. Donc ils peuvent être ici et ça se passe là-bas. Pour ce député belge, en partance vers Paris, ces mesures de sécurité sont insuffisantes. Selon lui, la menace terroriste devrait être combattue en amont, tout particulièrement en Belgique. Ça m'interpelle aussi, ici en tant que Bruxellois, qu'on puisse trouver des kalachnikovs comme ça et qu'on puisse monter dans un train sans qu'il y ait personne qui soit attentif ou sans qu'on inquiète cette personne-là. Et donc voilà, c'est plus de questions et la solution et la réponse sécuritaire qui est proposée pour le moment, en tout cas, ne me satisfait pas du tout. Après l'attentat du Thalys, le Premier ministre belge Charles Michel était sur le front tout le week-end. Il demande à l'Europe de s'emparer du dossier contre le terrorisme et de revoir sa politique. J'ai demandé que l'on puisse tenir le plus vite possible, je l'espère dans le courant de la semaine prochaine, une réunion conjointe des ministres de l'Intérieur et des ministres des Transports, des pays concernés par le transport ferroviaire international, afin de voir ensemble, dans le cadre des règles Schengen qui s'imposent à nous, comment on peut trouver les solutions pour renforcer la sécurité. Et je vais même plus loin. Je pense que si on devait constater que les règles Schengen posent des difficultés, on ne doit pas exclure d'adapter les règles Schengen pour des raisons de sécurité. Depuis quelques années, la Belgique connaît une forte recrudescence de la menace terroriste. En 2014, 72 suspects ont été arrêtés, c'est 3 fois plus que l'année précédente. Le dernier coup de filet remonte à janvier dernier, à Verviers. Les polices belges et françaises ont interpellé 13 présumés terroristes et en ont abattu 2 autres au cours d'une opération spectaculaire. La journaliste Dominique Demoulin a couvert ces événements pour la télévision belge.
Selon cette spécialiste du terrorisme, la Belgique sert depuis longtemps de repère pour les filières djihadistes. Dans les années 80 déjà, le GIA se procurait des armes en Belgique, utilisait la Belgique comme base de repli. Les assassins du commandant Massoud avaient des passeports belges. Koulibaly a acheté au moins une arme en Belgique. Donc on trouve relativement facilement des armes, ça il faut bien le reconnaître. C'est un petit pays qui est très central. Les frontières sont proches. On peut très facilement partir vers l'Allemagne, vers la Hollande, vers la France. Tout ça est à 1 heure de route, pas plus. La Belgique, plaque tournante du djihadisme, avec au centre un groupe baptisé Sharia for Belgium. Sa spécialité, recruter des jeunes Belges pour les envoyer en Syrie. Le réseau a été en partie démantelé cette année, mais certains de ses adeptes sont toujours en liberté, d'autres ont été arrêtés. Cette avocate s'est fait un nom à Bruxelles en défendant des djihadistes présumés. Selon elle, l'essor des activités terroristes en Belgique pousse la justice à juger trop vite et trop massivement. La présomption d'innocence est malheureusement très régulièrement bafouée dans ce type de dossier. En général, le jugement public est rendu par les médias et même si, bien évidemment, les magistrats sont censés ne pas en tenir compte, ça peut polluer littéralement l'atmosphère. Et je crains malheureusement que les choses aillent de pire en pire, vu la multiplication des événements des dernières semaines, voire des derniers mois. Il est évident que ça n'est pas prêt de s'arrêter. La semaine dernière, un djihadiste belge a menacé de cibler les hôpitaux, les écoles et les rues commerçantes de Belgique. Ce membre de Sharia for Belgium dit vouloir assassiner tous les infidèles. Une menace à prendre très au sérieux, selon les autorités belges. Alors, c'était intéressant d'entendre notre consoeur évoquer même la situation géographique de la Belgique. Béatrice Delvaux, pour tenter d'expliquer cette présence, en tout cas celle de certains réseaux, le fait qu'on puisse passer par la Belgique à un moment ou à un autre, et en expliquant que voilà, on a affaire à un petit pays qui permet d'aller très rapidement dans d'autres pays voisins. Est-ce que ça vous semble entre autres un élément d'explication qu'on doit avoir en tout cas présent à l'esprit ? Oui, il faut aussi un peu mettre les choses. Vous savez, on a dit que Koulibaly avait acheté son arme à Charleroi. Il a acheté une arme en Charleroi. Il a été prouvé que ce n'était pas une des armes qui avait servi dans les événements français. On a dit que Nemouche avait acheté ses armes, ses étaient procurées à Bruxelles. Il est apparu après que ce n'était pas le cas. Donc il faut remettre les choses un peu à leur place. Et il n'y a pas qu'en Belgique qu'on peut se procurer des armes. Par ailleurs, le ministre de la Justice, Koen Geens, a déclaré hier qu'il allait faire une réunion spéciale le 3 septembre des procureurs généraux pour revoir la loi sur le commerce des armes, le trafic des armes. Donc on en saura plus à ce moment-là sur les mesures complémentaires qu'ils veulent prendre. Sur le fait que la Belgique est un pays qui se traverse facilement, écoutez, c'est vrai pour les touristes, c'est vrai pour les autres. Je veux dire, c'est un truisme, c'est un petit pays, mais de là en faire une plaque tournante définitive, je ne suis pas sûre que ce soit la seule. Et je crois qu'il faut raison garder lorsqu'on qualifie le pays de tous les maux. Le groupe Sharia for Belgium est un groupe qui a été très actif et qu'on a mis sans doute beaucoup de temps à circonscrire et sur lequel on a mis beaucoup de temps pour agir à un moment donné. Aujourd'hui, c'est évident que ceux qui se réclament de ce mouvement sont particulièrement suivis. Peut-être que le danger ne viendra pas nécessairement d'eux à un moment donné. Donc je pense qu'il faut regarder chaque dossier un peu de façon isolée et que ici, on voit que le trajet d'ailleurs de notre homme qui nous intéresse aujourd'hui traverse l'Europe dans sa totalité. C'est l'ensemble qui est concerné. Et c'est bien pour ça que toute action en fait ne se fera qu'au niveau européen. Je voulais revenir sur la déclaration de notre Premier ministre qui a été plus prudent ici dans la formulation qu'il a utilisée et que vous avez reprise, où il a dit, bon voilà, j'appelle à une réunion. Je pense d'abord, c'est très important qu'on se réunisse au niveau européen. On le sait, aucun pays seul ne pourra lutter. Un TGV, par essence, traverse 36 000 frontières. Donc si on dit qu'il faut revoir les règles Schengen, et la Commission européenne a d'ailleurs rappelé à l'ordre les hommes politiques qui faisaient ces déclarations en disant il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Schengen, c'est un espace qui existe, qui a toutes ses potentialités, et par ailleurs à l'intérieur de cet espace et dans ce qui a été prévu pour Schengen, existent des dispositions qui permettent même de renforcer les dispositifs de sécurité en fonction des besoins. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de revoir les règles ou de démanteler pour renforcer la sécurité à l'intérieur de l'espace.
place ou à l'extérieur, donc dans les frontières extérieures, mais ils disent mais il faudrait aussi que les États membres s'en saisissent. Je fais un parallèle sur cette idée d'intervention et de la manière dont on veut à un moment donné gérer et dire bon ben c'est pas nous, c'est l'Europe et l'Europe n'a peut-être pas suffisante dans la gestion des crises. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a fait ce week-end en fait une carte blanche qui était très importante sur les migrants, en disant à un moment donné aux différents premiers ministres, présidents, ministres des différents États membres, écoutez, arrêtez de dire que l'Europe ne fait rien, quand vous-même, dans certains cas, vous n'appliquez pas les mesures, notamment en matière de migration et d'accueil des migrants, qui ont été décidées par la Commission européenne et qu'on attend toujours que vous votiez au niveau national. Donc je pense que ce n'est pas, et la Commission d'ailleurs ce matin disait attention aux réactions impulsives et aux conclusions hâtives. Je pense que le rôle du politique aujourd'hui est certainement de montrer qu'il est très en charge très vite, ce qu'ont fait les présidents français, le Premier ministre belge, mais certainement en évitant de donner du grain à moudre à ceux qui alors pourraient penser que l'Europe est une passoire, que la Belgique ne fait rien, que la France ne sait pas gérer son intégration. Je pense qu'il faut raison garder et essayer de donner des éléments en connaissance de cause et en ce qui concerne l'Europe sans détruire un instrument qui existe et dont peut-être chaque État membre seul ne fait pas suffisamment usage ou un bon usage. Alors après ce que vient de nous dire Béatrice Delvaux, il y a cette question Internet qui nous était posée par un téléspectateur qui était Schengen va-t-il résister à cette série d'attentats? Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je l'espère. Schengen est un instrument essentiel, un pilier essentiel de la construction européenne. Schengen, c'est la liberté de circulation, liberté de s'installer. Ça fait partie du marché unique aussi, la liberté de vendre, d'acheter. Donc, c'est constitutif de la richesse de l'Europe et de sa construction. Et effectivement, Schengen est contraignant. Schengen prévoit, par exemple, ce que beaucoup de gens ne savent pas, même aux frontières extérieures de Schengen, il est interdit de contrôler systématiquement l'identité des ressortissants européens ou des résidents européens qui montrent un passeport européen, une carte de résident. Ils entrent sans contrôle. Donc voilà, alors ça peut sembler être une faiblesse. Moi, je crois que la démocratie est forte et je crois que c'est une force. Mais ça n'empêche pas, effectivement, à certains moments, de prendre les mesures qui s'imposent. Schengen, par exemple, permet de rétablir des contrôles aux frontières pendant 30 jours d'affilée en cas de crise grave. Alors 30 jours, c'est clair que ça ne va pas régler notre problème avec Daesh aujourd'hui. Mais on a des possibilités qui existent. Et par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui ressort de toute la sécurité, la justice, surtout la sécurité, ne sont pas un domaine d'excellence, ni même de travail de la Commission européenne et de l'Union européenne. Ça reste des politiques régaliennes, des politiques d'État. C'est la France, la Belgique. Et là, il faut unifier. Il est manifeste que si, au Danemark, on dit que les gens qui reviennent de Syrie c'est la terminologie officielle des voyageurs qui rentrent chez eux, et qu'en France, en Belgique, on dit que ce sont des terroristes, on va le mettre en prison, il y a un problème. Nicolas Comte. En plus, Schengen, ce n'est pas forcément ça qui résout le problème dans le cas présent, puisque effectivement, la plupart du temps, ce sont des ressortissants de Schengen. Absolument. Alors, on peut dire on va rétablir les frontières entre la France et la Belgique. C'est, à mon avis, déjà totalement impossible. On est dans un autre monde. Ça fait d'excellents films comiques, mais ça ne... Voilà, mais aujourd'hui, plus personne n'accepterait de passer 3 heures à la frontière franco-belge pour pouvoir traverser. Et d'autre part, bien souvent, on a affaire à des ressortissants qui... le problème, c'est pas comme il y a 20 ans, où on avait affaire quelquefois à des ressortissants étrangers, avec des pays étrangers qui étaient derrière les actions terroristes. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des ressortissants nationaux. Donc le fait de bloquer les frontières ou de contrôler plus les frontières, ça ne changerait pas les choses. Ils ne rentrent pas, ils n'arrivent pas de l'étranger, forcément avec des arsenaux. Ce sont des arsenaux qui rentrent sur le territoire national mais par d'autres réseaux et qui se sont procurés sur place. Il y a 20 ans, en Europe, à l'époque du GIA par exemple, on importait des terroristes. Aujourd'hui, on exporte. Voilà. La réalité, c'est ça. On a le flux, je veux dire, on en exporte plus qu'il n'en vient chez nous. 6 000 Européens, Mme Mogherini, autre représentante de la politique étrangère, 6 000 Européens concernés par le dossier syrien, et peut-être, dit-elle, 10 000 à la fin de l'année. Des Européens, ils viennent de chez nous, ils ne viennent pas de l'étranger. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, de la façon dont certains jeunes gens aujourd'hui y poussent? Moi, ce que je trouve, mais évidemment, c'est un regard psychologique, c'est que ce qui est intéressant, c'est comment, au cœur même d'une démocratie, qui est quand même un bel idéal, vous venez de le rappeler, on a certains de nos jeunes qui, au fond, ont une identification très forte à quelque chose de plus jusqu'au boutiste, de plus, j'oserais dire presque barbare. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, au fond, comment le fait d'adhérer au djihad rentre dans une tête. C'est ça qui m'intéresse. C'était ma question. Comment ces psychismes un peu poreux de personnalités, je dirais, approximatives ou
ou déterminés, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ça c'est une bataille culturelle. C'est-à-dire comment, moi j'en ai vu certains, je me suis dit, mais dans son histoire en France, on se dit, mais comment le virus du djihad est devenu quelque chose qui est devenu une identité très forte de cet homme. Voilà, ça c'est une curiosité évidemment de psy. Donc je pense que les êtres humains ont besoin d'adhérer à des valeurs. On parle beaucoup aujourd'hui de la démocratie, mais qui défend, je dirais, de façon un peu passionnée la démocratie? Donc, au fond, nous ici, les êtres raisonnables, on est très heureux, vous venez de le dire, de vivre en Europe, dans une Europe démocratique. Mais au fond, les êtres humains ont besoin d'une forme de passion. Alors, si cette passion n'est pas positive, eh bien, effectivement, il y a une porosité à ce qu'on appelle une passion négative, destructrice. Et puis un autre élément qu'on a repéré en criminologie, c'est que des gens ont besoin, pour leur propre psychisme, de s'identifier à quelque chose, on appelle ça le héros négatif, à quelque chose de destructeur. Mais pour eux, c'est très important d'être celui qui est capable de faire ça. Alors rappelons que depuis 48 heures, on ne parle plus que de la sécurisation de nos trains. 5 millions de voyageurs, je le rappelle. 5 millions quotidiens, 2 milliards par an et 15 000 trains chaque jour. On comprend l'impossibilité d'une protection absolue. Le ministre des Transports évoque dès lors des fouilles aléatoires. Le risque zéro, on l'a compris, là aussi, n'existe pas. Alain Vidalis expliquait ce matin préférer qu'on discrimine pour être efficace plutôt que de rester spectateur, des propos qui ont immédiatement fait polémique. Romain Becker, Arnaud Fora. À la gare d'Atocha, à Madrid, la sécurité ressemble à celle d'un aéroport. Impossible d'accéder aux quais sans billets, les valises sont passées au rayon X et les passagers traversent des portiques de sécurité. Des mesures en vigueur depuis les attentats du 11 mars 2004 qui ont traumatisé l'Espagne. Ce jour-là, 4 bombes explosent dans des trains presque simultanément. Bilan, 191 morts et 1900 blessés. Le 11 mars 2004, ça a été très fort. C'est quelque chose qui m'a blessé, quelque chose de très sensible. On s'est senti très vulnérable. Avant les attentats, tu entrais dans un train comme tu voulais. Ça s'est amélioré. On est plus en sécurité que dans d'autres pays qui n'ont pas ce type de contrôle. Mais ce dispositif ne concerne que les trains à grande vitesse. Il y en a 4 fois moins qu'en France. Chez nous, seul l'Eurostar est soumis à de telles contraintes car les voyageurs quittent l'espace Schengen. Sur toutes les autres lignes, difficile d'imaginer l'installation de portiques de sécurité pour des raisons avant tout logistiques. 5 millions de personnes empruntent chaque jour 15 000 trains. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, compte justement en faire un atout. 5 millions de clients qui tous les jours peuvent voir quelque chose d'étrange, quelque chose de pas normal. Et comme on l'a expliqué, on met en service dès le 1er septembre un numéro national d'alerte qui sera le 3117 et qui permettra à toute personne qui remarque quelque chose d'anormal de le faire savoir. Et dans 999 cas, il n'y a rien à dire, mais peut-être ça contribuera aussi à une meilleure sécurité et à identifier des situations à risque. Pour répondre à ces appels, la SNCF va former 40 personnes entraînées à distinguer une fausse alerte d'un attentat potentiel. Le gouvernement mise lui sur une autre mesure, la multiplication des fouilles aléatoires de bagages. Ça veut dire qu'il y a des personnels spécialisés qui peuvent venir dire « Monsieur, vous ouvrez votre sac et s'il y a un doute, vous ne pouvez pas monter dans le train ». C'est ces mesures-là qui sont aujourd'hui les plus efficaces. C'est un travail de policier, c'est un travail de formation que les gens connaissent. Et c'est probablement aujourd'hui l'une des mesures les plus efficaces. Elle existe déjà, nous allons la renforcer. Vous savez, chaque fois qu'on parle de foule aléatoire, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais ça risque d'être discriminatoire ». Eh bien écoutez, moi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficace, plutôt que de rester spectateur. Depuis les attentats de janvier et le renforcement du plan Vigipirate, 7000 militaires et 4000 agents de sécurité patrouillent dans les gares. Leurs effectifs devraient bientôt être renforcés. Thibaut de Montbrial, avocat spécialiste des questions liées au terrorisme, avance d'autres pistes, comme la présence discrète à bord de certains trains d'agents en civil, une pratique en vigueur dans certains avions aux États-Unis et en Israël. Mais selon lui, face à la menace terroriste, un changement de mentalité s'impose également. La chose la plus importante et la plus facile à faire, simplement c'est une question de changement de culture. Il faudrait que les ministères concernés autorisent les personnels de l'intérieur et de la défense, c'est-à-dire en clair les policiers, les gendarmes et les militaires qui ont les habilitations techniques, à conserver leurs armes de service 24 heures sur 24
y compris en période de repos, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en famille, au cinéma, au restaurant, lorsqu'ils prennent le train pour leurs vacances, parce que mécaniquement, vous auriez plusieurs dizaines de milliers de personnes capables de se servir d'une arme, entraînées, et qui, tout en vaquant à leurs occupations, pourraient réagir dans l'hypothèse d'une confrontation avec un terroriste armé. Alors que vendredi, lors de l'attaque des jouets, l'attitude du personnel du train a fait polémique, certains passagers se sont sentis livrés à eux-mêmes. Dès le lendemain, le gouvernement belge a décidé d'intensifier les patrouilles policières à bord des trains Thalys. Alors on se pose beaucoup de questions, on se rend compte qu'elles font tout objet de polémique parce qu'elles touchent à des valeurs profondes. D'abord cette question de téléspectateurs, et on reviendra sur la proposition de Thierry de Montbrial qui vous concerne directement, vous les policiers. Si je signale un suspect, nous dit un téléspectateur ou une téléspectatrice, et que je me trompe, vais-je être poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou racisme ? Vous comprenez qu'on se pose ce genre de questions aujourd'hui, même par exemple en appelant un téléphone vert. Enfin, voilà, ça ouvre le débat. Que me dit Claude Moniquet ? Je vous dis d'abord que statistiquement, il y a aujourd'hui quand même 30 à 40% des djihadistes qui ne sont pas des Nord-Africains ni des Moyen-Orientaux, qui sont des bons Français, dont des Bretons, des Normands. On a un djihadiste breton assez connu, qui d'ailleurs malheureusement pour lui a été tué récemment. Si on le dénonce, on pourrait être accusé d'anti-bretonisme, mais certainement pas de racisme. Donc non, je pense que c'est... Et d'ailleurs, je pense que la loi ne le prévoit pas. Il ne s'agit pas d'une dénonciation, il s'agit d'alerter les services de sécurité d'un comportement suspect. Après, il n'était pas suspect, on s'excuse. Comment on règle un problème dans un train en passant un coup de fil à un numéro de téléphone vert alors qu'on voit un type auquel on trouve une drôle d'allure parce qu'il a 2 sacs Adidas qui ont l'air un peu lourds? Ça paraît pas... C'est un peu une usine à gaz. Hein, ça paraît voilà, on est bien d'accord. Donc on est en train de nous inventer parfois des mesures qui correspondent à rien juste pour assurer le populo, si je dis les choses un peu brutalement. Bon, le fait que vous gardiez vos armes de service, par exemple que vous veniez à l'émission, vous dorénavant avec votre pistolet... Écoutez, on l'a demandé au ministre de l'Intérieur, secrétaire général de l'organisation lui a fait un courrier aujourd'hui. C'est une proposition qu'on a fait samedi dernier. Alors, il s'agit d'augmenter la formation de mes collègues qui, pour beaucoup d'entre eux, ne tirent pas suffisamment toute l'année. Il n'y a pas assez de cartouches tirées. Mais aujourd'hui, le policier hors service peut porter une arme. Il peut la porter de manière limitée sur un aspect géographique et un aspect de temps. Mais vous évoquez que j'aurais le droit de venir ici armé, parce que je suis en service en venant vous voir. Mais nous l'avons demandé. Alors, on ne souhaite pas forcément que, et mes collègues ne le souhaiteraient pas, que quand on part en vacances au mois d'août, en famille, on se trimballe avec le 9 mm sur la plage. Simplement, aujourd'hui, les policiers sont les mieux à même de protéger la population. Un policier qui travaille à la sécurisation des transports en commun parisiens, qui va quitter son service, qui va prendre le train pour rentrer chez lui, je sais pas, à Versailles, il a son arme avec lui. Il est autorisé à la porter et il a son arme avec lui. S'il a ses 2 jours de repos correspondant à son cycle de travail, pendant ces 2 jours, il peut se trimballer avec son arme, il peut circuler avec son arme sur un ressort territorial qui, par exemple, pour la région parisienne, va correspondre à Paris et les départements de la Petite Couronne et de la Grande Couronne. Si ce même policier, il décide dans ces 2 jours de repos de descendre voir sa famille à Marseille, il va prendre le TGV, il n'a pas l'autorisation d'être armé, ce qui fait qu'il va falloir qu'il laisse son pistolet, son arme à la fin de service dans un coffre-fort, il va falloir qu'il passe un peu plus de temps pour la rendre, etc. Pourquoi ? Et nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de revoir les règles de l'armement, d'assurer une meilleure formation et une formation plus intense en termes de tir. Et nous demandons également 2 autres mesures. C'est qu'on maintienne le transport gratuit qui existe depuis plus de 25 ans pour les policiers en Ile-de-France dans les transports en commun. Parce que ça incite mes collègues à prendre les transports en commun, notamment pour se rendre à leur service et en revenir. Ça veut dire que tous les jours, il y a des milliers de policiers dans Paris qui vont prendre leur service, qui en reviennent et qui sont armés dans le métro, qui sont armés dans l'autobus. Et qu'on facilite également l'accès aux transports en commun dans les autres grands centres, de manière à favoriser également le déplacement en transport en commun. Je dois vous poser la question, c'est imaginons qu'on aille vers une extension du port de l'arme pour vous et vos confrères. Qu'est-ce qui va se passer à la première bavure ? Il y en aura une. Non mais je parle une arme. Moi, mais non mais une arme. On est dans des sociétés ultra réactives auxquelles nous participons. Absolument. Même si C'est dans l'air essaye d'être une émission de raison et où on met les choses. Mais qu'est-ce qui va se passer à la première bavure ? Assez dans l'air, on peut réfléchir et on a le temps de parler. Aujourd'hui, on est en train de débattre
vous évoquiez le numéro d'appel de la SNCF. Oui. Il y a eu un attentat dans le Thalys, il y a un type qui a failli rafaler tout le monde dans le Thalys, et on dit il faut mettre un numéro d'appel à la SNCF. Heureusement que les Américains n'ont pas passé un coup de fil au numéro vert, il valait mieux qu'ils agissent. Il valait mieux qu'ils agissent. D'accord. Donc on est en train de trouver des mesures, parce qu'il faut expliquer à la population qu'on prend des mesures, et qu'on est efficace, qu'on est le gouvernement, etc., etc. À un moment donné, on ne peut pas nous dire, et c'est ce que nous ont dit les différents ministres, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la menace est réelle, la menace n'a jamais été aussi importante, et il va falloir s'habituer à vivre avec ça pendant des années et ne pas prendre de véritables mesures. On ne peut pas non plus confier une arme à quelqu'un qui est un policier, parce qu'on estime que pour protéger nos concitoyens, l'État lui confère cette possibilité de porter une arme, et considérer que c'est quelqu'un qui est responsable quand il porte sa tenue d'uniforme et qui est dans son cycle horaire, et considérer que le reste du temps, il n'est pas responsable et que c'est risqué. Moi, je trouve beaucoup plus risqué d'avoir des individus qui sont capables de se fournir une Kalachnikov et de rentrer dans des transports en commun ou dans des lieux publics. C'est beaucoup plus dangereux que d'avoir certains de mes collègues qui vont porter leur arme pendant leurs heures de repos. Vous êtes favorable à l'armement des polices municipales ? Les polices municipales, pour la plupart, sont armées. Mais sur la question de la police J'avais le souvenir que vous ne l'étiez pas. C'est pour ça que je trouverais paradoxal que vous... C'est pas tout à fait ça. C'est une question un peu tordue, oui. Et je vais vous faire la même réponse que je faisais à l'époque. Il faut définir les missions des policiers, et ensuite, on définit les moyens qu'on leur donne. Si la police municipale est chargée de faire les sorties d'école, il n'y a pas de besoin d'être armé. Et je mets un « et » parce qu'il y a certainement beaucoup de policiers municipaux qui nous regardent, quand on demande à la police municipale de patrouiller la nuit, d'intervenir sur des cambriolages ou de mener des missions de surveillance liées à la protection de lieux sensibles, il est évident qu'on ne peut pas le faire sans leur donner une arme. Moi, je vais quelque chose d'ordre culturel. Moi, j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais jeune. Et ce qui m'a frappé, vous le savez, aux États-Unis, se défendre fait partie de l'identité du citoyen américain, qui a souvent une arme. Alors, il y a des dérives, mais... Quand on regarde en France notamment, on est dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque on dirait à quelqu'un, surtout ne bougez pas, voyez un homme à une Kalachnikov, réfugiez-vous peut-être avec le conducteur. Je pense que ce qui me semble intéressant, et je voudrais réagir sur le côté héroïque, entre guillemets, de ces deux Américains. Au fond, ils ne se sont pas posé la question à qui téléphoner. Ils ont embrayé. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce que je voudrais qu'il y ait comme débat en France comme en Europe, c'est la démocratie, c'est merveilleux, mais elle est faible. Et quand il y a un ennemi aussi redoutable que le terrorisme, les services de police, aussi organisés soient-ils, aussi fléchés soient-ils, aussi stratèges soient-ils, ont besoin de la population. Donc au fond, je crois que ce débat, c'est comment... Je sais que c'est un leurre, on ne va pas empêcher, mais je pense que si les citoyens n'embarquent pas dans ce projet en disant si vous voyez quelque chose de suspect, ou même certains d'entre vous qui sont capables peut-être d'intervenir. Moi, je trouve très symbolique que ce soit deux militaires américains, c'est-à-dire donc l'armée est utile, c'est-à-dire qu'ils ont décodé que c'était une Kalachnikov, et donc qui se sont autorisés finalement à intervenir. Finalement, contre ce terrorisme un peu multifocal, si les citoyens n'embrayent pas en liaison avec les forces de police, la démocratie est faible. Voilà le débat, moi, que je souhaiterais qu'il y ait lieu aussi en France. Il y a une petite différence qui est énorme, qui saute aux yeux, c'est que le premier à intervenir, c'est un Français. C'est ce que j'allais vous dire. Un banquier, un jeune, et qui a expressément demandé à François Hollande, quand François Hollande l'a appelé samedi matin, de ne pas être cité, qu'on ne donne pas son nom et de ne surtout pas... Il n'était pas à l'Élysée ce matin. Non, mais c'est l'homme le plus modeste d'Europe de l'Ouest, pardonnez-moi, ou c'est quelqu'un qui a peur? Voilà. Parce que les deux interprétations exactement. sont possibles. C'est-à-dire l'avenir dira, si un jour il veut bien nous l'expliquer, pourquoi cette cachée, pourquoi cette modestie au fond? Il est un héros lui aussi, il n'y a aucun doute. Voilà, le premier. Et pourquoi ne pas avoir revendiqué cette action? Est-ce que c'est de la peur, ou est-ce que c'est une volonté d'être modeste, ou est-ce que c'est un autre rapport à ce terrorisme-là, au fond? Est-ce que c'est les Américains, non seulement ils sont intervenus, mais vous savez qu'ils ont posté sur leur compte Facebook la vidéo quasiment en temps réel, puisque c'était le premier attentat quasiment en direct sur Twitter. Hein. 1 heure avant la première confirmation dans les journaux, il y avait sur Twitter une foule d'informations contradictoires, mais qui racontaient d'autant de points de vue que de gens qui tweetaient ce qu'ils étaient en train de vivre sans savoir et sans comprendre ce qu'ils vivaient. On va passer maintenant aux questions
Ne risque-t-on pas d'accroître le nombre de bavures? Alors, je vous posais la question tout à l'heure pour le port d'armes, mais c'est d'une façon plus générale. Je crois que en ce moment, Béatrice Delvaux le rappelait tout à l'heure, on réagit, alors parfois on dit on surréagit, mais c'est normal qu'on réagisse, à quelque chose qui fait peur à tout le monde. Et puis après, on essaie de trouver des moyens, parfois en faisant des propositions trop rapides, excessives, voire démagogiques. On l'a évoqué dans cette émission. Mais est-ce que vous vous posez cette question de vous dire, voilà, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans est-ce qu'on ne va pas accroître les bavures à travers un certain nombre au sens le plus large du terme, hein. Moi, je crois pas, parce que, encore une fois, d'une part, les services de police connaissent leur métier et font leur métier. Alors, il y a une fatigue supplémentaire, mais il n'y a pas non plus une psychose qui s'est installée, heureusement, au sein de la police. Et ensuite, quand on parle moi, je crois beaucoup à la vigilance citoyenne par rapport à ça. Mais il ne s'agit pas de dire à nos concitoyens, dès que vous voyez quelque chose de suspect, sauter sur tout le monde. C'est pas ça. Mais il s'agit pour tout le monde d'être conscient qu'il y a un risque, d'avoir une vigilance un petit peu renforcée et surtout de ne pas hésiter, effectivement, à signaler tout ce qui peut apparaître comme suspect. À partir de là, je ne crois pas qu'il y ait particulièrement de risque de bavure. Le seul risque, c'est que ça ne serve à rien. Les services ont déjà entre 500 et 600 signalements par jour. C'est-à-dire des signalements, des alertes citoyennes ou pas très citoyennes si on dénonce son voisin pour de mauvaises raisons. Oui. Mais en tout cas, les alertes, elles existent déjà. Plutôt à profusion. En fait, ce dont ont besoin les services, c'est au contraire d'analystes, de gens qui soient capables d'interpréter les signaux, d'interpréter ces alertes et d'effectifs pour ça. Et c'est plus pour ça que les services ont besoin de renforts que de personnes armées dans les trains. Comment peut-on entrer avec toute une batterie d'armes dans un train tel que le Thalys, avec un sac dans lequel on met son arme? Parce qu'on a un titre de transport, comme il n'y a aucun contrôle. La question est simple, la réponse est simple. Et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, enfin heureusement non, mais en tout cas ça ne va pas changer. Parmi les idées pas idiotes qui ont été évoquées, je pense notamment par Thibault de Montbrial, il y a le fait de dire que, comme sur les vols notamment américains ou ceux d'El Al, il puisse y avoir alors moi je dirais des physionomistes ou des gars qui s'y connaissent un petit peu, qui sont... Oui. Et je pense en plus que pour le coup, quand on prend un avion américain, on se dit tout le temps, tiens, qui est le flic? Oui. Il n'est peut-être pas là du tout, mais on a au fond de nous-mêmes l'idée qu'il y a peut-être un flic qui est en train de nous protéger ou qui pourrait le faire dans l'avion. Mais ce sont aussi des avions, ce ne sont pas des trains. Il y en a le nombre différent, c'est plus facile à sécuriser. Ce n'est pas la même problématique du tout. C'est beaucoup plus grand. Les trains, c'est beaucoup plus grand. Dans un avion, vous êtes dans un espace assez clos. Oui. S'il y a un Sky Marshal dans un avion, il peut voir tout le monde. Là, vous avez des trains où tout le monde connaît les doubles TGV qui circulent. Je ne sais pas combien il y a de milliers de trains qui circulent en France. Alors, on pourrait le dire, mais j'ai peur qu'on soit un petit peu dans l'effet d'annonce et qu'ensuite, ce soit très compliqué à mettre en œuvre. Combien de trains qui circulent? Je vous le dis, 15 000 par jour. Voilà. Ouais, et ça fait 2 milliards de voyageurs par an. C'est hallucinant, 5 millions par an. Par jour, 5 millions par jour. La lutte contre le terrorisme ne commence-t-elle pas au niveau du trafic des armes? C'est un vœu pieux, le trafic des armes. La lutte contre la drogue commence par la lutte contre le trafic. Et tout le monde sait qu'il est absolument impossible en Europe de se procurer une dose de drogue. Ça fait 50 ans que la police coopère. On fait tout contre la drogue. On trouve de la drogue partout. Les armes, c'est la même chose. Il y a une demande. Il y a quelqu'un qui répond à la demande. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est une loi du marché, mais qui s'applique à la criminalité. On peut diminuer le trafic de drogue, on peut le rendre plus compliqué. Et le seul effet que ça va avoir, c'est que le prix des armes augmente. C'est une adaptation du marché. On ne peut pas penser qu'on va supprimer le trafic d'armes, c'est comme penser qu'on supprimera la prostitution, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants. Doit-on s'attendre à des actes, entre guillemets, de loup solitaire dans les prochains mois? Alors, il y a le concept de loup solitaire, auquel moi je suis extrêmement dubitatif, parce que à chaque fois qu'on nous a parlé de loup solitaire, il s'est avéré par la suite que ces gens-là avaient été téléguidés, accompagnés, parfois par des membres de leur famille, armés et au minimum... Je connais un seul loup solitaire, ça fait 33 ans que je travaille sur ces questions, je connais un seul loup solitaire à ma connaissance, c'est le Norvégien Breivik, qui est tellement solitaire qu'il a dû créer lui-même son idéologie et passer 4 ans à écrire un texte de 1500 pages illisible. Lui, il est totalement solitaire, c'est un peu fou à mon avis. Mais non, effectivement, le vrai loup, ce sont des gens qui passent à l'acte de manière individuelle et isolée. Voilà. Mais c'est le mode opératoire qui est solitaire. C'est le mode opératoire. Mais derrière eux, il y a une structure, même si elle est réduite, même si elle est familiale. Il y a une structure. Tout à fait. Moi, je crois qu'à un moment donné, on l'a dit parce qu'on était surpris. Avant, on avait un terrorisme organisé, un terrorisme groupusculaire, un terrorisme stratégique. Et on a vu des individus seuls, souvent d'ailleurs à deux, parfois des fratries. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France avec les frères Kouachi. Mais je crois que c'est le mode opératoire qui est solitaire. Mais on s'aperçoit qu'ils sont désocialisés, mais ils voyagent, ils ont de temps en temps des appuis, ils ont
toucher le réseau, même si le réseau est plus lâche et plus ténu. Quel a été le rôle exact des agents SNCF? Se sont-ils cachés comme cela a été dit? Alors c'était un objet de polémique. Il y a deux écoles, là. Vous avez il y a deux versions. Apparemment, d'ailleurs, dans la première heure Twitter, il y avait des passagers qui signalaient des passagers dehors. Et après, ça a été démenti. Puis, apparemment, maintenant, c'est un peu confirmé, puisque dans le contrôleur qui est allé se réfugier dans le poste avant, là, qui est un poste à bagages, qui apparemment peut quand même contenir une bonne vingtaine de personnes debout, a fait sortir par la porte qu'il a ouverte quelques passagers. D'ailleurs, quand le train est reparti, ces quelques passagers sont restés là en race campagne. Et donc, oui, vraisemblablement, il a eu peur et il s'est enfermé avec quelques passagers. Je précise qu'on a mis en cause le rôle du personnel de la SNCF, que, en l'occurrence, son président dit que le personnel de la SNCF a fait son rôle, qu'en revanche, les agents qui, eux, participaient au service de restauration, qui ne sont pas directement dépendants de la SNCF, on ne peut pas leur demander non plus d'être Il ne faut pas donner de leçons dans ces affaires-là. Ok. Ah bon. Non, mais je veux dire, je crois oui, que j'ai bien compris. Tout le monde on ne sait pas comment on réagirait. Et alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'une porte fermée dans un wagon où il n'y a pas de tir, à cet endroit-là, de familles qui demandent à laisser rentrer des enfants dans une pièce, là, on n'était pas dans un acte de guerre. Donc le témoignage de Jean-Luc Anglade, il n'est pas du tout de qu'est-ce que j'aurais fait face à des tirs. Il est est-ce que cette personne aurait dû au moins laisser rentrer les enfants plus dans sa pièce fermée? La réponse est plutôt oui. Il est un petit peu revenu sur ses propos depuis. Un petit peu. La SNCF, le contrôleur, apparemment le contrôleur de la SNCF est un héros. C'est clair qu'il y en a un qui est un héros. Qui est intervenu, il n'y a pas de doute. L'autre personne, on n'a pas sa version encore. D'où la prochaine question qui est très paradoxale, voire choquante, mais très intéressante, c'est que risque pénalement ce présumé terroriste qui a raté son coup et n'a tué personne? Techniquement, je pense qu'il a une tentative de meurtre. Pour le moins, oui. Pour le moins. Oui, il a tiré sur un homme de dos. Donc, si on ajoute l'aggravation terroriste, qui, à mon avis, sera quand même maintenue, parce que l'histoire du vol, ça risque de ne pas tenir, il est parti pour pas loin de la perpétuité. Au moins 20 ans, je pense, pour la tentative de meurtre, oui. Comment concilier la traque antiterroriste et le respect des libertés individuelles? On tourne autour de cette question depuis le début de notre émission. Je fais remarquer quand même qu'il n'y a que dans les démocraties qu'on se pose ce genre de questions, que c'est à la fois notre force et notre système de valeurs, et qu'en même temps, à chaque fois, on sent bien qu'il est embouti, notamment par les terroristes qui aimeraient qu'on change de système de valeurs, qu'on renonce à ce que nous sommes d'une certaine façon. Il y a une réponse à la peur. D'abord, il y a eu celle du 11 janvier pour parler des valeurs de la démocratie, mais il y a une réponse tout ordinaire, c'est que les gens n'ont pas cessé aujourd'hui de prendre le train. Les gares ce matin n'étaient pas désertes. Non. Et il n'y a pas de baisse connue de la fréquentation des trains. Autrement dit que la réponse à la peur est la confiance et la continuation à défendre notre mode de vie, de se déplacer, de passer les frontières sans avoir à faire la queue et de continuer à vivre comme on vit là. Doit-on interdire le salafisme en Europe? Est-ce qu'il faut interdire le mal? Oui, il faut interdire le mal, oui, tout à fait. Je ne vois pas comment on va faire, mais vive le bien, abat le mal. C'est un peu ça. Il y aura toute société sécrète des criminels, un certain pourcentage de criminels et d'extrémistes, qu'ils soient de droite, de gauche, religieux, fondamentalistes, ce que vous voulez. On en a un peu beaucoup pour le moment, pour des raisons historiques et sociologiques. La question qui nous est posée est plus pointue que ça. Si je réutilisais votre terme, c'est la France génère-t-elle des salafistes dangereux aujourd'hui? Alors, tous les pays européens... non, soyons précis et peut-être un peu polémiques. Le monde musulman sécrète des salafistes. Le salafisme n'est pas extérieur à l'islam. On dit souvent, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Le salafisme, c'est une lecture de l'islam. Elle est totalement islamique et malheureusement, heureusement, elle est très très minoritaire. Et elle est rejetée par l'immense majorité des musulmans, très clairement. Mais elle fait partie, c'est une des lectures, et comme il n'y a pas de clergé, chacun est libre de son interprétation et de son rapport avec Dieu. Je vous lis une dernière proposition à laquelle personne ne répondra, mais qui est étonnante et intéressante. Pourquoi ne pas interdire les bagages dans les voitures de passagers et prévoir un wagon spécial pour les contenir? On n'a pas le temps de commenter tout ça.